Ça et tout l'échiquier électoral qui semble s'être remis en branle. On poursuit la discussion un peu plus tard. Et justement, Alex y a fait référence, il y a 2 mois à peine, ici même, aux coulisses du pouvoir, le ministre Nicolas Marceau maintenait le cap sur le déficit zéro, un objectif qu'il décrivait non seulement comme possible, mais crédible même. Écoutez, moi, je maintiens la cible et lorsque nous aurons complété notre travail d'analyse au ministère des Finances, je serai capable de vous en dire plus. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 2 mois? Le ministre des Finances, Nicolas Marceau, est avec nous. Monsieur Marceau, bonjour. Oui, bonjour. Alors, je vous la pose, la question. Qu'est-ce qui a tant changé depuis le 22 septembre pour que soudainement, ce qui était crédible comme objectif de déficit zéro le soit plus à la fin novembre? Écoutez, ce qui a changé, c'est évidemment qu'on a complété les travaux qu'on avait entrepris au ministère des Finances au courant du mois d'octobre et puis au début du mois de novembre. Et puis, je voudrais vous dire que c'est toujours possible, vous le savez, de rétablir l'équilibre. La difficulté que j'ai, c'est que les revenus ne sont pas au rendez-vous. Il manque 2,5 milliards de dollars. Et pour réaliser l'équilibre, il faudrait de 2 choses l'une, ou bien augmenter les taxes et les impôts de 2,5 milliards de dollars, ou bien couper les dépenses de 2,5 milliards de dollars. Alors, c'est faisable, mais évidemment, ça n'est pas désirable. Les coûts qui découleraient de l'une ou l'autre des 2 options sont bien supérieurs aux avantages que ça procurerait. Et donc, lorsque je vous ai parlé il y a 2 mois, ça demeurait... Évidemment, je n'avais pas une idée parfaite une idée parfaite de l'ampleur du problème, ni de la récurrence du problème. Et donc, je n'étais pas en mesure de porter un jugement éclairé puis un jugement intelligent sur les options qui étaient devant moi. Depuis ce temps-là, on a eu plus d'informations et puis, écoutez, on a conclu là, à l'analyse, à la lumière des résultats, que d'aller dans l'une ou l'autre des 2 directions que je vous disais, c'est-à-dire augmenter les taxes et les impôts ou bien couper dans les dépenses de 2,5 milliards, c'était pas raisonnable parce que dans un cas comme dans l'autre, là, ça fragiliserait de façon très importante notre économie. Comment est-ce qu'un ministre des Finances peut se tromper du kit au double dans la croissance? Comment est-ce qu'on peut tant faire d'erreurs au moment des prévisions? Parce que quand vous l'avez déposé, votre budget, il y a 1 an, vous y croyez, c'était possible, vous l'avez défendu. Qu'est-ce qui fait que ces prévisions-là sur lesquelles vous, votre ministère, vous êtes appuyé, pouvaient être si erronées? Il n'y a pas eu une récession soudaine qui a secoué la planète, il n'y a pas eu une crise comme en 2008, non. là. Non, vous avez raison. Effectivement, l'économie du Québec continue de croître. On a révisé les prévisions de croissance économique de 1,3 qu'on prévoyait à 0,9 C'est une légère baisse. Mais il y a eu un certain nombre de phénomènes, là, puis j'en ai 4 que je pourrais vous dire, qui sont d'une certaine manière assez inhabituels, puis qui se sont combinés puis conjugués pour créer la difficulté dans laquelle je suis. Premier problème important, c'est l'inflation. L'inflation, on ne l'avait pas prévue et puis elle est très basse. Elle est plus basse au Québec qu'ailleurs au Canada. Deuxième phénomène, il y a eu la baisse très importante des mises en chantier résidentielles. On avait prévu que ça baisserait, mais jamais autant que ça a baissé. Ça a baissé de 30 au Québec, alors que dans le reste du Canada, on parle de 15 C'est un écart très important. Ce non plus, on ne l'avait pas anticipé. Troisième phénomène, là-dessus, nous, on s'appuyait sur un taux d'épargne au Québec qui était un taux que, dans le fond, on utilisait depuis plusieurs années. Et dorénavant, là, Statistique Canada considère qu'il est 2 fois plus grand que celui que nous, on utilisait dans nos calculs. Alors ça a conduit à une autre erreur. Dernier problème, la TVQ ne livre pas des revenus autant que dans le passé. On est probablement rendu un peu... on est monté trop vite, trop rapidement. Les contribuables résistent et consomment moins. Avez-vous eu envie de lire la loi de l'émeute à vos prévisionnistes économiques au ministère des Finances quand même? Parce qu'il y a un problème de prévision au cœur de tout ça, là. Je peux vous dire que l'équipe du ministère des Finances est une équipe qui est excellente et on a toujours eu des très, très, très bons résultats. C'est vrai que cette fois-ci, on n'a pas été bon. C'est vrai que cette fois-ci, on s'est trompé beaucoup. Je pense qu'il faut le reconnaître et puis je suis le premier à le reconnaître. Mais généralement, on a toujours été très bon, tant pour prévoir les dépenses que les revenus. Cette fois-ci, comme je vous le dis, il y a eu des phénomènes particuliers, des circonstances particulières qui ont fait qu'on s'est trompé. Juste sur le PIB nominal, là, le PIB nominal, dans le fond, ça reflète à la fois la croissance économique puis la croissance des prix. On s'est trompé beaucoup. Là. On prévoyait du 3,6 puis on a révisé à 2,1 de croissance du PIB nominal. Or, le PIB nominal, c'est ce qui détermine pour beaucoup nos revenus. C'est clair qu'il y a eu des changements de comportement. C'est la chose qui est la plus importante à retenir peut-être dans le fait que nos prévisions ont été moins bonnes. Il y a eu des changements de comportement, chose qu'on ne voit pas souvent.
La question que plusieurs se posent depuis le dépôt de votre mise à jour économique, c'est est-ce que le déficit, il ne commence pas à être structurel, là, comme on dit? Est-ce qu'il n'est pas trop profond? C'est plus une question de bien gérer, de se serrer la ceinture. Le Québec a fait des choix, les garderies à 7 $, les droits de scolarité, les assurances médicaments, c'est des choix sociaux. Est-ce qu'on a encore les moyens de ces ambitions-là? C'est une des questions. Est-ce qu'il ne faut pas se la poser, cette question-là, comme société? C'est une bonne question. Je ne crois pas que ce soit un déficit structurel. On est encore dans un monde où la croissance économique est plutôt modérée. Évidemment, la question que vous posez, celle de la générosité de nos programmes sociaux, c'est une bonne question. Moi, je pense que c'est tout à fait raisonnable de continuer dans la mesure, évidemment, où on livre les services avec les coûts les plus faibles possibles, de la façon la plus efficace possible. Ça, c'est l'obligation qu'on a au Québec si on veut garder un panier de services généreux. On a l'obligation de trouver des manières d'offrir ces services-là de façon moins coûteuse. Et ça, il faut vraiment travailler là-dessus. Un exemple de ce qu'il faut faire, moi, je pense, c'est aller dans la direction qui est développée par mon collègue Régent Hébert, le ministre de la Santé. C'est d'aller vers, par exemple, ce qu'on appelle, nous, l'assurance autonomie, c'est-à-dire faire en sorte que nos aînés, que nos personnes qui sont en perte d'autonomie soient soignées à la maison plutôt qu'en établissement de santé ou bien dans des centres d'hébergement où ça coûte plus cher, puis où les gens sont moins bien, sont moins à l'aise, c'est mieux être à la maison. Ça, c'est le genre de changement structurel important qu'on va devoir faire pour réussir à réduire les coûts de santé, réussir à réduire la croissance de nos coûts en santé. Merci beaucoup, M. Marceau. Merci, madame.